There was a time, in the era of great chaos, when the Earth and the Moon were at war with each other. A daredevil from the moon piloted a bizarre aircraft. C'était la préhistoire. Aujourd'hui, voici à quoi ressemble un jeu de course. Bruitage, musique. Bienvenue pour cette deuxième partie. Alors on va continuer de discuter des logiciels et des hardware qui continuent de semer un peu la panique chez les collectionneurs depuis quelques mois. Et on va regarder de plus près ce qui se passe du côté des EEPROM, des MASCROM. Les MASCROM en fait ce sont des PCB qui ont été pour la plupart confectionnés sur les consoles Super Nintendo, Super Famicom et Mega Drive, sur les consoles 16 bits. Alors on va voir par exemple ici sur une discussion d'un forum, voilà, on a quelques informations un peu plus précises sur la capacité au MASCROM de résister au temps. Alors on estime à une quinzaine d'années la technologie de l'EEPROM fiable à 100%, c'est-à-dire que sur 15 ans, vous n'allez pas avoir de perte sur le logiciel que vous avez inséré dans cette mémoire flash. À partir de cette 15e année, on estime que le logiciel va commencer à avoir ce phénomène de dégénérescence et les cellules vont commencer à disparaître les unes après les autres suivant le stockage que vous allez utiliser pour entreposer vos logiciels, vos jeux et votre hardware, parce que on va y venir également. Ce n'est pas seulement les cartes magnétiques ou également les logiciels que vous avez pu avoir ou cartouches de jeux que vous avez pu avoir durant les années 90 qui contiennent des EEPROM et mémoire flash. Il y a également quelque chose aujourd'hui dont plein de gens raffolent et estiment que c'est le futur de l'émulation, mais attention, j'en viens là, le FPGA, qu'est-ce que c'est à la base ? C'est une mémoire programmable qui contient des EEPROM. Alors, je vous rassure tout de suite, les Raspberry, comment ils fonctionnent également, ils ont besoin d'SD cards qui sont des cartes magnétiques qu'on flash également, qui ont le même système, sauf que là, le plus grave chez le FPGA, c'est que la mémoire interne du processeur dépend de la structure de la mémoire flash. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lancer le FPGA si jamais votre mémoire flash qui contient l'émulation des corps est effacée ou défectueuse. Là où sur un Raspberry, vous avez toujours cette carte mémoire SD card que vous pouvez reflasher pour reconfigurer le logiciel. Là sur le FPGA c'est un peu plus compliqué, on va y revenir un peu plus tard sur le FPGA, mais voilà, si on revient également sur cette discussion entre guillemets programmeurs et personnes qui ont travaillé dans l'électronique sur ce forum, on a fait des tests par rapport aux EEPROM embarqués sur des cartes magnétiques type carte bancaire ou type UCAR de PC Engine qui ont à peu près la même configuration. Si on laisse par exemple au soleil pendant une semaine, en plein soleil, c'est-à-dire pendant une semaine, à une forte température, la dégénérescence est accélérée et le logiciel est pratiquement inutilisable. Alors ça, c'est des tests qui ont été faits en laboratoire. Et là où les 10-15 ans qui sont estimés s'effacent complètement en moins de 10 jours si on abuse évidemment de la structure et de l'utilisation de cette carte
à travers des conditions extrêmes. Alors il y a d'autres caractéristiques qui vont rentrer en compte, mis à part les UV. Alors évidemment on vous conseille de entreposer vos jeux dans des endroits sombres avec une température ambiante. Là où la masse chrome, la PCB typique de la Super Famicom ou de la Mega Drive, des cartouches Mega Drive, ces masses chrome ont une capacité d'utilisation entre 50 et 100 ans selon en fait ces ingénieurs qui discutent des différents composants, et ils expliquent que ces masses chrome qui sont utilisées déjà dans l'informatique depuis les années 60 et 70 pour solidifier entre guillemets la durabilité de ces vieux ordinateurs, et bien cette technologie a été utilisée également du côté de logiciels qui fonctionnent encore et qui fonctionnera encore dans plus de 50 ans. Alors on met en valeur également l'aspect du floating gate, c'est-à-dire que la mémoire flottante, si on peut dire ça en français, d'une façon générale, c'est la mémoire flash. La mémoire flash, c'est un système qui a été utilisé depuis le milieu des années 90, qui est consacré principalement aux EPROM. Et cette mémoire flash va être le souci des technologies modernes sur la plupart des ordinateurs et des processeurs, des cartes mères d'ordinateurs modernes où on a besoin de solliciter électriquement de façon périodique assez régulière pour éviter l'effacement de ces logiciels embarqués sur ces EPROM durant les 15 premières années. Les 15 premières années vont être prépondérantes par rapport à l'utilisation et la durée de vie que vous allez avoir durant les années suivantes. Voilà, maintenant si on en vient à la configuration du FPGA, un circuit logique programmable ou PLD est un circuit intégré logique qui peut être programmé après sa fabrication. La technologie des FPGA fait que leur programmation est volatile et doit donc être stockée dans une ROM ou mémoire flash. Un FPGA doit donc charger son programme à chaque mise en route. C'est ce que je vous racontais par rapport au logiciel que vous avez émulé, dont les corps sont émulés, qu'on aime bien dire, vous émulez une Neo Geo, vous émulez une PS1, les corps sont intégrés sur la mémoire flash qui va être lancée au démarrage du FPGA. Les dernières puces intègrent désormais une ROM qui garde en mémoire le programme à lancer à chaque démarrage, ce qui n'est pas le cas sur tous les FPGA. La plupart des grands FPGA modernes sont fondés sur des cellules SRAM, aussi bien pour le routage du circuit que pour le bloc logique à interconnecter. Comme la configuration routage et LUT est faite par des points de mémoire volatiles, il est nécessaire de sauvegarder le design du FPGA dans une mémoire non volatile externe. C'est-à-dire que vous devez absolument faire une sauvegarde externe de votre configuration sur votre FPGA aujourd'hui si vous voulez dans le futur pouvoir jouer tranquillement sans devoir tout réinstaller. Généralement une mémoire flash série compatible JTAG. Certains fabricants se distinguent toutefois par l'utilisation de cellules EPROM pour la configuration. Ce sont des EPROM qui sont électriquement modifiables, contrairement aux EPROM normales entre guillemets qui sont configurées et fabriquées grâce à des UV. Éliminant le recours à une mémoire externe ou par une configuration par antifusible, la programmation par une tension élevée fait claquer une diélectrique créant un contact. Cette dernière technologie n'est toutefois pas reconfigurable. Aujourd'hui, les fabricants de FPGA intègrent même un ou plusieurs cœurs de processeur sur un même composant afin de conserver les ressources logiques configurables du composant.
Alors ici après on vous fait une petite description de différents composants SRAM, EEPROM, UVPROM dont je vous parlais, l'origine de l'EEPROM, qui peut être effacé par exposition aux rayons ultraviolets. Les PROM qui peuvent être effacés à volonté grâce à un signal électrique. Alors pour faire la distinction entre un CPU d'une carte mère et le FPGA est reprogrammable. C'est toute la différence, voilà, entre une mémoire flash et une ROM sur une cartouche également que vous pouvez avoir sur vos masques ROM. L'EEPROM est un composant qui est beaucoup plus intéressant pour les fabricants au niveau du prix de la fabrication, qui est moins onéreux, contrairement au ROM et à la RAM embarquée qui coûte beaucoup plus cher pour fabriquer ce genre de FPGA. Et quoi qu'il arrive, un FPGA a besoin d'une mémoire flash reprogrammable. C'est-à-dire que tous les composants ne sont pas fixés et ont besoin d'un côté amovible et un côté reconfigurable, modifiable avec le temps. Alors on vous propose différents types de Mister FPGA aujourd'hui pour émuler vos consoles. Alors quand je disais que l'émulation c'est le futur du rétro gaming, c'est vrai, mais dans une certaine configuration où vous devez savoir que la plupart de vos SD cards que vous allez utiliser pour insérer vos ROM et vos émulateurs dans votre Raspberry ou même sur le FPGA où vous allez devoir reprogrammer parfois la mémoire de votre corps intégré, vous allez devoir entretenir également ce genre de composants dans peut-être 25-30 ans, encore une fois. Alors vous allez me dire 25-30 ans pour un émulateur que je vais acquérir aujourd'hui, j'ai le temps de voir, je vais sûrement reprogrammer les cartes et changer parfois de BIOS, etc. et flasher un nouveau firmware, comme on peut le voir sur ce FPGA, où dans la description vous avez tous les composants, et vous avez la fameuse SD card, et vous avez le fameux firmware qui a été flashé sur la mémoire pour avoir ces logiciels intégrés. Alors qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? Utiliser un Raspberry embarqué avec une SD card que vous allez devoir entretenir et modifier avec le temps comme vous avez envie, et pas avoir ce souci de mémoire flash intégrée sur votre Raspberry PI 3 ou PI 4, ou alors utiliser un FPGA tout en sachant que vous allez devoir prendre en compte qu'un jour, peut-être, le corps de votre FPGA ne se lancera pas parce que la mémoire flash est défectueuse. Vous voyez souvent sur les forums FPGA des mises à jour quotidiennes, voire hebdomadaires, des corps intégrés sur cette mémoire flash, et vous devez souvent refaire des mises à jour pour réparer des erreurs, fixer le BIOS, fixer la RAM, le lancement de certains CD. Les BIOS sont souvent perfectibles et souvent comportent énormément d'erreurs, donc on va devoir solliciter énormément la mémoire intégrée sur votre FPGA à travers des flashages assez nombreux avec le temps. Et peut-être cette sollicitation peut-être un jour causer une dégénérescence plus rapide sur ce type d'EEPROM. Voilà, maintenant on va mettre de côté le FPGA, les mémoires flash, les PROM, les masques ROM, qui sont considérés comme le top de la PCB aujourd'hui. Donc je vous dis qu'aujourd'hui vous pouvez encore utiliser vos jeux Super Nintendo, Mega Drive fabriqués à base de masques ROM pendant des années et des années. Je pense que les collectionneurs de ces consoles-là n'ont pas forcément à s'inquiéter par rapport aux jeux sortis surtout avant 95-94, où les EEPROM n'étaient pas encore diffusés à grande échelle pour faire des réductions de coûts sur ces PCB Super Nintendo et Mega Drive. Voilà, on va s'attaquer maintenant à un sujet qui est
je pense, le pire de la génération du début de la technologie du CD arrivé en CD-ROM sur console de salon. C'est-à-dire qu'à partir de 94, voire 93, sur les CD de PC, IBM et d'autres ordinateurs, même je crois Mega CD et également il y avait la Philips CDI, voilà, on a ce phénomène de rot, c'est-à-dire que vous avez le décollement de la face imprimée qui se désintègre. La température ambiante va jouer un rôle énorme et important. Et la plupart du temps, voilà, la dégradation de ces CD est due à l'humidité et l'exposition également au soleil. Avec ici, vous voyez, que ça soit sur la face principale imprimée du CD en usine ou que ça soit sur la face gravée de l'autre côté. Il y aura un décollement de la surface en plastique du CD. Et malheureusement, les consoles les plus touchées sont les consoles qui ont choisi des distributeurs et des fabricants bon marché à l'époque, de par exemple la Saturn et de la PS1. Et voilà ce que vous avez, malheureusement, des jeux qui vont se dégrader à grande vitesse sur des consoles comme la Saturn, qui pour moi est la console la plus touchée, un aspect dramatique pour la plupart des jeux, avec des trous où le laser malheureusement passe à travers, ça c'est inévitable, la lentille avec le laser qui traverse votre CD ne permet pas de lire les données qui sont inscrites dessus, et malheureusement ça c'est irréversible. Alors il faut savoir que la plupart des CD gravés également qui ont été utilisés à l'époque de 96, CD Kodak, Philips, étaient de très mauvaise qualité. Et on a ce phénomène de ROT qui arrive assez rapidement aujourd'hui. Depuis les années 2010, c'est visible. C'est-à-dire que ces CD qui ont été gravés dans les années 95-96 ou fabriqués, aujourd'hui ont une durée de vie d'environ 15 ans pour la plupart. C'est-à-dire qu'on est sur une obsolescence bien pire que sur les EPROM des cartouches confectionnées dans les années 80 ou milieu 90. Ou parfois, voilà, vous avez encore des jeux sur UCAR de PC Engine qui fonctionnent aujourd'hui encore en 2023 et qui pourtant ont été fabriqués en 92, 91 et qui ont eu un stockage respectueux par rapport aux produits. Alors si vous, de votre côté, vous avez des jeux Saturn et des jeux PS1 qui ont ce phénomène d'usure rapide, sachez que malheureusement, vous n'êtes pas les seuls. Parce que ça arrive très très fréquemment. Également sur la GameCube. Parce que malheureusement, ce qui se passe avec ce genre de petits CD, je pense que également la fine couche de protection qui a été apposée sur ce mini CD durant les années, n'a pas servi non plus à une utilisation prolongée. Là où la PS1 peut-être, grâce à cette couche rajoutée en noir ou en bleu sur les DVD également de la PS2, alors même si également sur DVD vous avez ce phénomène qui apparaît également, surtout sur les DVD gravables, où la couche de protection est beaucoup plus fine par rapport au soleil et à l'humidité. Et je pense que la PS1 qui a voulu quelque part protéger ses jeux de la contrefaçon et du piratage, a aidé avec le temps à protéger ces jeux et à les faire durer plus longtemps que ce qu'ils auraient dû pendant des années. Là où la Saturn a fait des CD de base sans forcément chercher
à les faire durer dans le temps. Et vous allez voir que énormément de CD sur les consoles Saturn sont défectueux aujourd'hui. Pas à cause des rayures, mais à cause de ce phénomène de ROT. Alors principalement, le rot est dû à quoi? Est dû également à la chaleur générée par le laser qui parcourt la surface du disque à grande vitesse et qui est sollicité de manière constante durant la lecture du logiciel. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Cette technologie a été faite à la base dans un esprit de modernité, mais aujourd'hui on voit les défauts et les conséquences de cette technologie qui, avec le temps, se révèle être bien pire au niveau des conséquences du support que, par exemple, le vinyle avait pu apporter à la technologie de la musique. Là, aujourd'hui, la technologie du jeu vidéo également va souffrir de ce problème-là. Et plus la couche est fine sur votre support que vous intégrez dans votre console, que ça soit également sur Xbox 360 ou sur de la GameCube où les CD sont minuscules, vous allez avoir une dégénérescence plus ou moins rapide. Là où la PS1, je vous l'ai dit, je pense que Sony a fait les choses maladroitement par rapport au piratage, mais quelque part a protégé avec cette surface noire en plus les CD PS1 qui souffrent largement moins de ce phénomène. Alors ce qui est dramatique encore aujourd'hui, c'est que vous avez encore des gens qui vous vendent sur internet des CD comportant des défauts. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer de prendre les ISO sur internet, de les graver et de faire des copies sur votre disque dur également pour garder en mémoire ces jeux qui malheureusement ne fonctionneront plus un jour. Alors vous allez avoir différentes machines qui vont pouvoir vous aider parfois à resurfacer et à reprotéger vos CD et vos DVD. Cela dit, ça marche seulement à partir du moment où vous avez évité ce phénomène de rot qui va malheureusement arriver assez rapidement. Et il va falloir prévoir et faire ce resurfaçage sur ces CD avant ce phénomène de rot qui est irréversible. Alors on peut voir par exemple ici un CD qui a été restauré. Alors ça, c'est quelque chose également que les Japonais font beaucoup sur les sites de vente au Japon aujourd'hui. La plupart des CD PS1 que vous achetez au Japon sont tous resurfacés et restaurés. C'est pour ça qu'ils ont un aspect parfait lorsque vous les recevez chez vous. Et c'est pas forcément parce que le jeu a été bien conservé, c'est simplement que les Japonais ont déjà cette technologie qui est utilisée fréquemment dans les boutiques de rétro gaming là-bas pour préserver du rot et de cette dégénérescence. Alors si on fait un bilan de tout ça, évidemment que c'est pas de bon augure pour le futur du rétro gaming. Alors vous me direz peut-être que parfois il y a des gens qui veulent se faire plaisir et continuer d'investir dans des jeux qui sortent récemment dans l'idée de se dire voilà, je vais pouvoir y en profiter pendant 20, 25, 30 ans, sachant l'âge que telle ou telle personne a. Ça reste un investissement considéré. Contrairement, voilà, je pense à des gens qui aujourd'hui veulent commencer une collection dans le rétro gaming et s'approvisionner et collecter de nombreux jeux déjà qui datent des années 80, qui ne sont pas récents. Là, ça va porter des questions par rapport à l'investissement financier que vous allez mettre dans ces titres-là. Et c'est toute la question entre guillemets philosophique que vous devez avoir par rapport à vos achats aujourd'hui et votre cohérence dans votre façon de collectionner. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu quelque part vous aider dans vos choix de collectionneur et vous mettre en garde par rapport à certains investissements inconsidérés que vous pouvez avoir en allant dans les boutiques ou dans des conventions acheter des choses à des prix exorbitants, sachant que l'avenir n'est pas fameux pour ces jeux.
et que vous allez sûrement devoir finir avec un émulateur comme tout le monde. Voilà, salut à tous et à bientôt.